C'est en plein cœur de Pékin, au sein de l'imposant musée national de Chine, à quelques dizaines de mètres de la place Tiananmen, que l'exposition On Sharks and Humanity poursuit son itinérance. L'aventure a débuté en juin 2014 à Monaco. L'Institut océanographique, en partenariat avec le groupe Parkview, a accueilli ce vaste projet artistique destiné à sensibiliser l'opinion publique sur le massacre des requins. Une dizaine d'artistes, pour la plupart chinois, ont créé des œuvres, sculptures, peintures, vidéos, ayant toutes pour thème cette espèce tant menacée. Après 9 mois à Monaco, l'exposition a pris le chemin de la Russie avant de rejoindre sa destination finale, Pékin et la Chine, ce pays étant le plus gros consommateur d'ailerons de requins au monde. Je pense que tout le monde doit s'impliquer, mais pour les artistes, c'est encore plus simple. C'est frappant, vous regardez quelque chose et cela vous touche droit au cœur. C'est un contact visuel. Oui, je pense que c'est plus facile de sensibiliser et informer ainsi. En tout cas, cela marche avec moi. Utiliser l'art comme vecteur de message auprès du grand public était un pari audacieux, mais déjà les mentalités semblent évoluer. Au cours des derniers mois, la consommation d'ailerons de requin a diminué de 50 à 70%, de quoi réjouir la famille Wang qui n'a pas hésité à aller à l'encontre des propres traditions culinaires de son pays en bénéficiant du soutien appuyé de la principauté pour défendre la cause des requins. Je pense que le prince Albert nous a montré l'exemple à tous. Il nous a alertés sur le sort des requins. Et avec mon frère, l'idée nous est venue de défendre cette cause. Beaucoup d'amis nous ont rejoints, World Aids et de nombreuses organisations à Monaco. Nous voulons porter loin ce message parce que quand vous protégez l'environnement, eh bien cela concerne tout le monde. 50 000 visiteurs avaient découvert l'exposition On Sharks and Humanity à Monaco l'an passé. Ce record pourrait être dépassé à Pékin, où chaque jour 12 000 visiteurs sont attendus. Des chiffres à l'image de cet immense territoire et où plus que jamais il est nécessaire d'éveiller les consciences autour du triste sort réservé aux requins. En marge de sa visite en Chine et des aspects environnementaux et culturels qu'elle revêt, le prince Albert II a également continué de suivre assidûment les championnats du monde d'athlétisme. En tant que président d'honneur de la Fondation internationale d'athlétisme, il a remis les médailles de bronze, d'argent et d'or de l'épreuve de l'heptathlon féminin. La Britannique Jessica Ennis a ainsi reçu des mains du prince souverain la plus prestigieuse récompense, elle qui s'est imposée devant la Canadienne Brianne Thyssen-Eton et la Lettonne Laura Ikonis-Admidina. Le prince souverain a aussi chaleureusement félicité les héros du 100 mètres hommes, dont le vainqueur Usain Bolt. Enfin, il n'a pas manqué d'aller saluer l'athlète monégasque Brice Hétès, qui a disputé lui l'épreuve du 800 mètres et qui, pour l'occasion, était entouré des représentants de la Fédération monégasque d'athlétisme. Depuis 1928, année d'ouverture de l'établissement, le Monte Carlo Beach a accueilli plusieurs générations de pratiquants, de passionnés de sport nautique, des activités où le plaisir, mais surtout la sécurité est un maître mot. 9 personnes assurent en permanence la surveillance du plan d'eau, des pilotes qui communiquent via une liaison radio afin d'assurer la sécurité des pratiquants et qui reçoivent une formation bien spécifique. Les pilotes sont donc des diplômés, tous diplômés en français, donc ils ont un brevet professionnel. Ils passent d'abord en stage chez nous, un stage qui dure une saison, et on valide leur stage si ils sont vraiment aptes à conduire les engins de bonnes conditions. Autre paramètre à prendre en compte pour la sécurité, le comportement des pratiquants ainsi que leur âge, pas de limite d'âge précise. Les pilotes modulent leur vitesse en fonction du pratiquant. Il faut que la demande vienne de l'enfant. Donc dans la mesure où l'enfant est très motivé pour monter dessus, pour nous déjà c'est gagné, il va se faire plaisir. Ensuite les consignes c'est de partir avec aucun objet contendant sur lui, c'est-à-dire pas de montre, pas de collier, pas de boucle d'oreille. Donc ça on contrôle bien avant le départ que ça soit bien retiré. Et ensuite les consignes c'est de bien se tenir dans la bonne position sur chaque engin. Donc il y a des engins où on se tient assis, d'autres allongés, ou d'autres où il faut être à moitié à genoux dessus. On leur donne toujours les explications avant le départ et on fait très attention que les consignes soient respectées. Les pilotes sont là pour ça.
Règle de sécurité numéro 1, valable pour toutes les activités, le gilet de sauvetage est obligatoire en mer et même dans les airs pour le parachute ascensionnel. Arroser les jardins et nettoyer les rues sans consommer d'eau potable, voici ce qui se fait depuis 2010 dans le quartier du Larvoto. Le bassin de rétention d'eau du Vallon de Lannoy servait à réguler les pluies, les orages. L'eau repartait auparavant en mer. Et bien depuis 5 ans maintenant, ce bassin sert à alimenter les véhicules de la SMA pour le nettoyage de la voirie et l'arrosage de 8 jardins publics de l'avenue Princesse-Grasse. Ici on est dans un quartier où on a la chance d'avoir un vallon souterrain. Ce vallon, il y a tout le temps de l'eau dedans, on ne voit rien en fait parce qu'il est tout couvert. Il a été donc créé une installation pour pouvoir recueillir l'eau et l'amener jusqu'à cette rue. Donc il y a tout un cheminement de tuyaux avec des pompes, éventuellement donc un pompage qui permet de recueillir l'eau ici sur une borne avec une possibilité pour les camions de venir puiser cette eau. Tous les jours il y a des camions qui passent et ils peuvent récupérer l'eau et nettoyer ensuite la principauté de Monaco. La deuxième opération, une fois qu'on s'est aperçu que ça marchait très bien ce système, on s'est dit pourquoi pas l'utiliser pour les jardins. Après c'est une eau complètement naturelle qui est assez claire, donc on peut l'utiliser facilement pour l'arrosage des jardins. Moi je pense que c'est bien, c'était une eau qui était perdue donc qui finissait à la mer. Donc maintenant qu'elle serve pour le nettoyage, je trouve que c'est une bonne action, quoi. C'est un petit plus, quoi. Depuis l'installation de ces conduits qui partent du bassin pour arriver sur 9 compteurs, ce sont au total 30 000 mètres cubes d'eau économisés par an pour le nettoyage de la voirie et 47 000 mètres cubes pour l'arrosage des espaces verts. Le jardin japonais, par exemple, a obtenu le label jardin écologique depuis 3 ans, grâce notamment à l'utilisation de cette eau pour son arrosage. Jusqu'au 6 septembre, le Grimaldi Forum présente son exposition estivale, une exposition en lien avec la célébration de l'année de la Russie en principauté. De Chagall à Malevitch, la révolution des avant-gardes rassemble 150 œuvres majeures de grands créateurs et revient sur la manière dont les artistes russes ont façonné une modernité sans précédent, et ce, en se démarquant totalement de ce que l'on connaissait jusqu'alors. Depuis son lancement le 12 juillet dernier, l'exposition du Grimaldi Forum connaît un large succès avec déjà plus de 25 000 visiteurs. Les gens disent qu'ils se sentent bien dans cette exposition, qu'ils ont envie d'y rester et de refaire encore un tour avant de quitter l'exposition. Je crois qu'il y a une ambiance, ce sont des œuvres qui sont très lourdes d'histoire, d'un grand tournant dans l'histoire culturelle de la Russie, mais qui ont également fait date dans la culture en général mondiale. Et de ce fait, on ne peut pas louper ces chefs-d'œuvre. Enfin, je crois que le public se dit qu'une telle concentration finalement de chefs-d'œuvre dans cette exposition, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, il faut le voir. Et je pense qu'on n'aura pas forcément l'occasion de le revoir très bientôt. En plus de rayonner en principauté, le Grimaldi Forum tend à promouvoir le savoir-faire culturel monégasque à l'international. L'exposition Les années Grace Kelly en est la preuve parfaite puisqu'elle a été présentée dans plus d'une dizaine de villes à travers le monde. Dernièrement, c'est un autre bébé du Grimaldi Forum, Reine d'Égypte, qui s'est exporté hors principauté, à Tokyo plus précisément. On avait démarré ces itinérances avec Grace Kelly, puisque Grace Kelly est à Bakou en ce moment, c'est la 13e destination de cette exposition. Et puis on travaille surtout sur d'autres expositions, celle-là peut-être, et d'autres qui vont certainement itinérer dans les années à venir. Donc je crois que l'avenir pour nous aussi, c'est le Grimaldi Forum hors les murs et la possibilité de montrer précisément à un public ailleurs que le Grimaldi Forum et la Principauté de Monaco ont un vrai savoir-faire culturel. Mais avant de conquérir d'autres contrées, de Chagall à Malevitch, la révolution des avant-gardes est à voir jusqu'au 6 septembre. À noter que le jeudi soir, c'est nocturne jusqu'à 22 h au Grimaldi Forum. L'occasion de découvrir l'exposition autrement. Les Romanov, les Grimaldi, deux dynasties historiques éloignées géographiquement, mais qui possèdent pourtant des liens étroits. Des relations établies notamment entre le prince Albert Ier et les tsars Alexandre III et Nicolas II. Cette exposition inaugurée par le prince souverain a pour enjeu de dévoiler ce passé commun. Un travail de plus d'1 an pour le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, en association avec les institutions patrimoniales monégasques et russes.
dès le XVIIe siècle. Les Romanov montent sur le trône de Russie en 1613, les Grimaldi prennent le titre de prince en 1612, et dès 1663, un ambassadeur russe passe à Monaco, donc bien avant la mode des Russes sur la Côte d'Azur à la fin du XIXe siècle. Et donc c'est ce premier document de 1663, trouvé dans les archives russes il y a un an, qui, je dirais, était le point de départ de la constitution de cette exposition, avec ce parallèle sur 3 siècles, donc entre ces 2 dynasties régnantes. Évidemment, une dynastie d'un État continental et une dynastie d'un État aux dimensions plus réduites, en tout cas sur le plan géographique, pas sur le plan de la renommée. Cette exposition est proposée au public en français, russe et anglais. Les documents d'archives se mêlent aux objets d'art et aux photographies d'époque dans la bibliothèque et les grands appartements du Palais Princier. En dehors des pièces d'archives, il y a une pièce, je dirais, mythique, qui est l'œuvre de Fabergé, que le prince souverain a permis donc d'exposer, ce qui est rare, il le conserve dans ses collections. Donc c'était un œuf pendulette offert en 1887 par le tsar Alexandre III à son épouse. Donc c'est une pièce en soi exceptionnelle, et je pense que c'est d'ailleurs une des têtes d'affiche. L'œuf est présent sur l'affiche de l'exposition, et c'est ce qui symbolise aujourd'hui évidemment encore la fin de la dynastie des Romanov à travers cet orfèvre Fabergé d'origine française, et puis évidemment donc des portraits, des pièces d'archives. Donc il y a finalement une convergence de plusieurs supports avec des panneaux explicatifs, pédagogiques, donc qui permettent différents niveaux de lecture et de faire un aller-retour entre les pièces d'archives qui font source et puis l'histoire écrite. L'inauguration de cette exposition était l'occasion de signer une convention de coopération entre l'Agence fédérale des archives russes et les archives du Palais Princier de Monaco. Cette convention prévoit notamment de faciliter l'accès aux sources qui concernent chacun des 2 pays et la numérisation complète de ces fonds. Idéalement situé à 2 pas de la place d'Armes et à proximité du port, Aquiétudine offre à ses résidents un lieu de bien-être proche de toute commodité. La semaine dernière, la résidence fêtait ses 5 ans. 5 ans déjà que cette maison de retraite a accueilli ses premiers aînés. En 2010, ils étaient 36, ils sont désormais presque le double de résidents, preuve que la construction de cet établissement public répondait à une réelle demande. C'était un beau défi, ça a été un projet, je veux dire, qui a été vraiment supporté par le prince souverain, par le gouvernement, par toute la direction justement du CHPG, et qui a vraiment permis de donner, je veux dire, à des familles, à des résidents qui sont venus ici, une aide pour mieux vivre. Surtout au sein de la ville. Ce qui est important, c'est que nos résidents sortent le matin, vont au marché, prennent un café, reviennent. Certains vont manger à midi sur le port, se promènent, et ça leur permet de conserver un lien social avec leurs amis d'auparavant, avec leurs familles qui ont plus de facilité pour venir leur rendre visite. On a souvent les petits-enfants qui, en sortant de l'école, s'arrêtent pour faire une petite bise à leurs grands-parents. Et c'est vrai que ça crée une âme, une ambiance vraiment très chaleureuse au sein de la résidence. Régulièrement, les aînés d'Aquiétudine sortent de leur quotidien pour s'évader, et ce grâce à différents partenariats. Ils assistent par exemple à des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ou à des représentations des ballets. Ils profitent également du site Handiplage Audioplage où échangent avec la jeune génération à travers des rencontres intergénérationnelles. Je crois qu'il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait pas d'animation, qu'il n'y ait pas quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des artistes russes, donc c'est l'année de la Russie, et Aquiétudine le fait aussi, et donc qui se produisent. Et c'est vrai que les résidents sont toujours très friands de ces animations, et ils répondent tous présents. C'est donc en danse et en musique entourée des employés de la maison de retraite que les aînés ont célébré cet anniversaire. À noter qu'Aquiétudine est une véritable cure de jouvence pour certains, car l'établissement compte déjà 3 centenaires parmi ses résidents. Société Générale Private Banking vous présente la météo. C'est la fin de cette édition. Avant de refermer ce journal, regardons ensemble les prévisions météo pour les prochains jours.
Confirmation du retour d'un temps sec et ensoleillé. Mercredi, les températures seront bien estivales. Elles seront comprises entre 21 et 27 degrés. La journée sera également belle jeudi avec un mercure stationnaire. Pas de changement annoncé pour la journée de vendredi. Les températures seront en légère hausse. Le soleil sera toujours au rendez-vous ce week-end. Le thermomètre grimpera jusqu'à 30 degrés au meilleur moment de la journée. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.